Alors bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus aussi nombreux ce soir à l'Unipop Art, Littérature, Cinéma et Théâtre ce soir, puisque la soirée prend son point de départ dans la découverte du film Les filles du Nil, que vous avez sûrement vu avant la conférence ou que vous découvrirez peut-être après la conférence. Un merveilleux documentaire qui a reçu l'Œil d'Or à Cannes l'an dernier. L'Œil d'Or, pour préciser, c'est un prix qui célèbre le meilleur documentaire du Festival de Cannes chaque année, toutes sélections confondues. Et cette année, c'était assez particulier puisqu'il a reçu le prix ex-aequo avec le film Ernest Cole de Raoul Peck, que vous avez peut-être découvert ici à Pessac à Noël. Donc les co-réalisateurs sont Nada Riyad et Ayman El Amir. C'est un documentaire remarquable qui a nécessité 4 ans de tournage et ça se sent dans les images qui ont pu être captées, cette vérité de ces femmes qui luttent pour vivre sans dépendre des hommes, en utilisant l'art, même amateur, de la pratique théâtrale sous forme souvent de happening dans la rue. Et surtout aussi de parler de cette minorité religieuse des chrétiens d'Orient, les Coptes. Donc voilà, ça c'était pour le film, et donc on avait initialement invité la spécialiste du théâtre égyptien ici en France, donc Omar Fertat. Vous n'êtes pas Pauline Donizeau, elle n'a pas pu venir à Pessac, mais c'est l'autrice de ce très beau livre, La scène égyptienne en révolution, qui est sorti l'an dernier aux presses universitaires de Rennes. Donc elle n'a pas pu venir, toutefois on conserve tout de même la vente de son livre en partenariat avec la librairie Encre Blanche après dans le hall, si vous voulez poursuivre l'étude de ce qui est abordé dans le film. Donc je remercie Omar Fertat qui remplace Pauline Donizeau. Il se trouve qu'ils sont amis et collègues, ils travaillent souvent ensemble. Pauline nous a dit mardi soir qu'elle ne pouvait pas venir malheureusement, et donc je remercie Omar qui a accepté mardi à 20h de venir ce soir vous donner une conférence. C'est rare, donc il faut l'applaudir. Alors, Omar Fertat, vous êtes un intervenant local, puisque vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous enseignez le théâtre et le cinéma arabe. Vous êtes directeur scientifique d'une revue internationale sur le théâtre qui s'appelle Horizon Théâtre. Vous êtes spécialisé dans les transformations et les adaptations des arts vivants, des arts du spectacle arabe. Donc c'est vrai que vous avez un certain tropisme et une spécialité pour le théâtre marocain, donc ce sera notre point de départ ce soir, en permettant une ouverture sur les théâtres maghrébins et du Moyen-Orient, puis vous allez nous présenter l'ouvrage de Pauline également. Et je tiens à préciser que Omar Fertat organise chaque année, non, tous les 2 ans, les scènes arabes qui sont ouvertes à tout public, universitaires, non spécialistes, nous-mêmes cinéphiles également, où vous invitez des artistes et des universitaires à dialoguer. Donc c'est très intéressant d'aborder la recherche avec les artistes. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne Unipop. Merci. Merci tout le monde pour votre présence. Alors comme disait notre collègue, donc je remplace Pauline qui m'a contacté donc il y a 2 jours. Et bon, bien sûr, j'ai accepté de la remplacer à pied levé. D'abord parce que c'était une grande amie à moi qui m'a déjà rendu service plusieurs fois. Je ne pouvais pas dire non. Et aussi parce que voilà, on travaille ensemble en fait, et je connais très bien le travail de Pauline. D'ailleurs, ce livre, on pourra en parler. Je l'ai invité il y a 2 ans pour présenter ce livre à l'université Bordeaux-Montaigne. Et bien sûr, voilà, on partage ensemble voilà, cette passion, on va dire, pour les arts du spectacle dans le monde arabe. Alors elle est plutôt spécialisée de théâtre égyptien. Moi, c'est plutôt le Maghreb. Mais alors après, quand on aura le moment de discussion, si vraiment vous avez des questions, voilà, autour du théâtre égyptien, n'hésitez pas. Donc c'est un théâtre que je connais. Pas comme Pauline, mais je connais bien parce que pour vous dire, on ne peut pas travailler sur le théâtre dans le monde arabe sans passer par l'Égypte. Je vais en dire 2 mots tout à l'heure. Et voilà, donc moi-même j'étais plusieurs fois en Égypte, j'ai participé à des festivals de théâtre en Égypte, dont le fameux festival du théâtre expérimental, c'est le plus grand festival dans le monde arabe, et j'ai même édité il y a 2 ans un livre sur le théâtre en Égypte. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, si
Si Pauline, en fait, voilà, le lien avec le documentaire, c'est l'Égypte. De ma part, bon, en réfléchissant, quand j'ai été contacté, je me suis dit aussi, je peux tirer un autre fil qui est celui du féminin, des femmes, en fait. Et ça tombait bien parce que c'est un sujet, voilà, sur lequel ça fait maintenant plusieurs années que je travaille. Et je me suis dit, c'est l'occasion de partager avec vous donc, voilà, ces recherches et voilà, mettre en lumière aussi donc, les actrices de la scène arabe. Alors, j'ai une petite diapo. Moi, j'avais intitulé mon intervention « La féminisation du théâtre marocain, rêve ou réalité ». Alors, pour vraiment commencer, je dirais que comment je suis venu à ce sujet. Voilà. Vous savez, à chaque fois, il y a toujours un chercheur, il a une histoire particulière avec son objet d'étude. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, en fait, bon, moi je travaille depuis très longtemps sur le théâtre marocain, je fais mon doctorat sur la question. Et puis, il y a quelques années, en fait, voilà, comme tout le monde, donc, on est submergé par les images, les vidéos, YouTube, voilà. Et donc, je regardais et je suis tombé sur des vidéos YouTube. Voilà, des vidéos YouTube de, voilà, la première, c'est, voilà, je vais vous montrer un extrait, après je vous expliquerai. Donc, je vais essayer de lancer, j'espère que ça marche. Parce que bon, ça me fait toujours mal au cœur de regarder ces vidéos. Alors voilà, c'est ces vidéos en fait, en regardant. Alors là, il s'agit de deux grandes comédiennes marocaines, vraiment deux grandes comédiennes marocaines qui, malheureusement, elles nous ont quittés toutes les deux et qui ont eu vraiment une fin, on va dire, atroce, vraiment dans le dénuement total. Là, ce que vous voyez, les deux, en fait, heureusement qu'il y a eu une intervention des syndicats. Même les médias ont joué un rôle. Hein, quand ces images ont été diffusées, c'est là où on les a même hospitalisés parce qu'ils n'avaient même pas les moyens pour aller à l'hôpital. Et la première, elle raconte même qu'elle a été virée de chez elle. Elle n'avait même pas l'argent pour payer son loyer. Et quand, comme je vous disais, moi, quand je regardais ça, c'était vraiment un grand choc pour moi. Pourquoi? Parce que moi, le chercheur de mon coin, je connais très bien ces actrices, mais je les connaissais à travers l'histoire du théâtre. C'est-à-dire que moi, moi, au lieu de ça, moi, je connaissais ça. Voilà, cette comédienne, donc cette grande comédienne, je connais son histoire. Et donc... je commençais en plus de cela, quand j'ai vu ça et quand j'allais au Maroc, je commençais à demander donc aux gens, surtout la jeune génération, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous savez? Et j'étais très surpris qu'ils me disaient, mais mais c'est qui ces dames? En fait, on ne les connaît pas du tout. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ben mince, si la jeune génération ne connaît pas cette histoire, ne connaît pas l'histoire de cette dame, c'est une mémoire qui se perd, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis revenu tout simplement, en fait, à l'histoire du théâtre marocain. Et là, voilà, je commençais à réfléchir comment, je commençais à travailler même sur des conférences à présenter au Maroc, etc. Et c'est là où je découvre aussi qu'il y avait aucun ouvrage, il n'y a pas de recherche sur cette question, en fait. En fait, je me suis rendu compte que l'histoire du théâtre marocain, c'est une histoire masculine. Les femmes, pratiquement, comme actrices, n'existent pas. Donc, il y avait une histoire à écrire. Et c'est ça, c'était mon point de départ, il fallait écrire. J'ai écrit plusieurs articles sur la question et mon premier article, c'était l'histoire oubliée des actrices marocaines, donc, ou du théâtre, voilà, les actrices du théâtre féminin marocain. Donc voilà le départ si vous voulez, de cette recherche. Et vous allez voir, donc, il y a toute une histoire occultée quelque part, mais dont les actrices ont contribué grandement à l'émergence et l'évolution du
théâtre marocain. Il faut dire que ce n'est pas exclusif au Maroc, cette histoire, parce que à l'occasion de plusieurs rencontres, festivals dans le monde arabe, pratiquement toutes, que ce soit comédiennes, metteuses en scène, me disaient la même chose. En Égypte, c'est exactement la même chose. En Algérie, la même chose. En Tunisie, en Syrie, voilà, le rôle est toujours minoré, pour ne pas dire ignoré, donc de ces grandes dames de la scène théâtrale arabe. Alors, moi, je vais commencer par le commencement, si vous voulez. Donc, je vais commencer par les arts du spectacle dans le monde arabe. Parce qu'avant de parler de théâtre, on peut commencer par les arts du spectacle, c'est-à-dire les formes originelles ou locales du spectacle dans ces pays-là. Et j'ai commencé à chercher un petit peu la présence féminine, en fait, dès les origines, en fait. Et j'ai découvert, donc, d'abord, il y a un domaine où donc, les femmes, où il y a une présence féminine. Notamment, je vous montre cette forme qui s'appelle le zar, d'ailleurs. C'est en Égypte. Le zar, c'est quoi? C'est une sorte de rituel. C'est une sorte de rituel d'exorcisme et qui est animé essentiellement par des femmes. C'est très rare, vraiment, dans le monde arabe, donc animé essentiellement par des femmes et donc avec des influences subsahariennes. Et donc voilà, c'est un des rares, ou peut-être la seule cérémonie qui est gérée du début jusqu'à la fin par des femmes. Au-delà de ça, c'est vraiment très rare de trouver des exemples similaires. Alors, cette cérémonie est en lien, bien sûr, avec ce qu'on appelle le sophisme. Alors, le sophisme, c'est l'équivalent du mysticisme chez les chrétiens, mais chez les musulmans, ils ont l'équivalent, ce sont ce qu'on appelle les soufis, c'est-à-dire ce sont des gens qui célèbrent Dieu d'une autre manière. En fait, déjà cette histoire de l'amour de Dieu qui existe, mais au lieu qu'ils s'isolent vraiment dans des monastères ou pour se consacrer à Dieu, elles ou eux, ils vont donc pratiquer certains rites ou certains rituels pour aller à la rencontre de Dieu. Et donc c'est un sophisme, et c'est un sophisme qui est, comme on dit, c'est un sophisme populaire aussi, parce que populaire dans la mesure où qu'il est mélangé, c'est-à-dire il y a cette quête spirituelle, mais mélangée avec des influences un peu donc qui viennent de l'Afrique, avec cette histoire des djinns, d'exorcisme, ésotérique, si vous voulez. Mais en tout cas, dans l'histoire arabo-musulmane, on trouve quand même la femme est très présente dans cette tradition soufie. Et si vous demandez, par exemple, cette dame qui s'appelle Rabi'a al-Adawiya, c'est l'une des grandes mystiques, on va dire, connues et reconnues donc, dans la tradition donc soufie dans le monde arabe. Donc on relève déjà une trace, cette présence ou cette reconnaissance dès le départ. Alors, donc maintenant, si on passe au théâtre proprement dit, le théâtre proprement dit, c'est-à-dire le théâtre à l'européenne, si vous voulez, ou le théâtre à l'italienne. Le théâtre, dans sa forme européenne, commence dans le monde arabe en 1847. Voilà, c'est assez donc, tardif par rapport, bien sûr, à l'Europe. En 1847, grâce à un Libanais, qui s'appelle Maroun al-Naqash. Maroun al-Naqash, c'est un maronite, un Libanais maronite. Et d'ailleurs, parce qu'on a parlé des Coptes et des chrétiens, il faut savoir que les chrétiens arabes ont joué un rôle très important dans la naissance et dans l'évolution du théâtre dans le monde arabe. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, alors, ça va commencer au Liban. On dit que la naissance du théâtre arabe, c'est au Liban avec Maroun al-Naqash. Et puis, l'évolution du théâtre va avoir lieu par la suite en Égypte. Et l'Égypte, jusqu'aujourd'hui, elle est considérée quand même comme un centre d'art dramatique très important dans le monde arabe. Pourquoi les chrétiens? Tout simplement, d'abord parce que les jeunes chrétiens arabes, ils étaient scolarisés dans des écoles, on va dire, qui étaient gérées par les pères à l'époque, qui venaient de l'Occident, et le théâtre faisait partie, comme chez les jésuites, donc il faisait partie du programme.
Hein. Il n'était pas enseigné le théâtre pour le théâtre, le côté spectaculaire, mais était plutôt pour illustrer, donc voilà, soit sur le niveau de la langue, de la grammaire, etc. Mais en tout cas, les jeunes chrétiens connaissaient, bien avant les jeunes, on va dire les petits musulmans, qui étaient dans des écoles coraniques, ce que c'était le théâtre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous savez, par exemple, Maroun al-Naqash, du fait qu'il était maronite et qu'il était chrétien, il était amené à voyager, en fait, en Europe. Et donc, ils partaient, ils avaient cette facilité, ils avaient ces liens par la religion. Et donc, ils se rendaient, par exemple, les maronites, ils se rendaient beaucoup en Italie, à Rome, donc au Vatican, etc. Et donc, ces voyages, c'est à travers ces voyages qu'ils découvrent aussi le théâtre. D'ailleurs, Maroun al-Naqash, il a découvert le théâtre à l'européenne en Italie, pour la première fois, sous forme donc d'opérette. Et c'est comme ça, quand il va rentrer à Beyrouth, il va décider, ce sera le premier, il va décider à monter donc une pièce de théâtre, voilà, dans une sorte de mimétisme, une pièce de théâtre à l'européenne. Et ça va être l'avare, et bien sûr, qui dit l'avare, ce qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est Molière. Et effectivement, c'est une adaptation de l'avare de Molière. Malheureusement, Maroun al-Naqash ne va pas vivre très longtemps. Il va mourir très jeune. Si on fait le calcul, je crois qu'il est mort à l'âge de 38 ans. Suite à une maladie, et il va avoir le temps que... Voilà, alors il y a pas... Excusez-moi, il y a une erreur, c'est pas 1900, bien sûr, 49, c'est 1849. Il va avoir le temps que... Voilà, il va monter 3 pièces de théâtre, donc l'Avare, et Aboul Hassan l'Étourdi, ou l'histoire de Haroun Rachid, et l'envieux impertinent. Et Maroun al-Naqash est resté très célèbre, bien sûr, comme étant le pionnier qui a monté la première pièce, comme étant le premier qui a fait un discours aussi sur le théâtre arabe. Et on a la chance d'avoir ces textes, parce que son frère, Nicolas al-Naqash, après la mort de Maroun, il a sorti un livre qui s'appelle Le Cèdre du Liban, dans lequel il a publié les 3 pièces de Maroun al-Naqash. Donc c'est vraiment quelque chose de très rare et de très important. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette tradition d'imprimer les pièces de théâtre, et l'imprimerie venait juste d'arriver dans le monde arabe aussi, ou être en tout cas démocratisée. Et donc, on a ces pièces, on peut les avoir aujourd'hui, on peut les étudier, elles sont voilà, étudiées, etc. Et donc, on lui doit cette fameuse phrase que j'ai mise en jaune, où il décrit le théâtre comme de l'or européen coulé dans un moule arabe. Alors, il faut savoir que le théâtre qui était proposé par Maroun al-Naqash, comme disait Jacob Landau, alors Jacob Landau, c'est un chercheur britannique qui a écrit l'un des premiers livres sur le théâtre arabe, qui s'appelle Études sur le théâtre et le cinéma arabe dans les années 60. Il disait que les pièces de Maroun al-Naqash vont être le modèle à suivre pendant tout le 19e siècle. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir après, ben, ils vont prendre exemple sur Maroun al-Naqash. Et alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces 3 pièces, il n'y avait pas de femmes, donc il n'y avait pas de comédienne. Ça, tous les témoignages qu'on a donc, témoignent qu'on peut se poser la question, parce que des fois on dit c'est peut-être la religion musulmane qui fait que les femmes ne montent pas sur scène, mais en fait on est dans une communauté chrétienne. Et malgré tout, donc, la femme donc, n'était pas présente. Donc, peut-être c'est plutôt, il faut regarder plutôt du côté social, côté patriarcat, que du côté religieux. Pour les femmes aussi, là, je retourne un petit peu en arrière parce qu'on parle maintenant d'art, purement pas, voilà, pas comme le zar, on n'est pas dans des pratiques rituelles, etc. Mais quand on parle d'art et les femmes dans le monde arabe, on parle des qiyanes. Les qiyanes, ce sont, alors on traduit souvent par les filles qui chantent, et dont on atteste en fait la présence, l'existence dès le 7e siècle, voilà, du 7e jusqu'au 15e siècle. Et les qiyanes, voilà, comme j'ai marqué, c'est une classe sociale de femmes formée pour être des artistes qui existaient dans le monde islamique prémoderne. Donc le terme a été utilisé à la fois pour les femmes non libres et libres, dont certaines provenaient de la
noblesse. Donc, alors, il y en a qui les comparent à des geishas à l'époque. Ce sont des femmes, généralement, ce sont ce qu'on appelle en arabe le jawari, c'est-à-dire des esclaves qui étaient achetés, qui étaient éduqués, donc qui apprenaient le chant, mais aussi la danse, la poésie, voilà, tous les arts pour amuser en fait les maîtres et les seigneurs. Voilà. Et donc on atteste, il y avait cette présence. Alors la seule, voilà, ce qu'il faut signaler, c'est que cette présence, elle est attestée, elle ne se passait que dans le domaine privé. Voilà, c'est-à-dire c'est au sein des palais ou des maisons des princes, etc. Mais pas dans les lieux publics. Voilà. Et ça, cette tradition va perdurer très très longtemps pour faire le lien aussi avec le film, ce qu'on va regarder le film, et la rue. C'est pas évident que c'est pas quelque chose d'anodin que des filles dans le monde arabe aillent pratiquer leur art dans la rue jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose d'évident. Et bien sûr, les qiyans, on a dans l'imaginaire occidental, c'est les fameuses, voilà, les héritières, c'est les fameuses almées. Hein. Donc ces danseuses, ou entre guillemets, ce qu'on appelle les danseuses du ventre. Bon, un terme aussi, une expression qui a été inventée en France. Donc, voilà, qui existe et qu'on subsiste avec beaucoup de fantasmes dans l'imaginaire, surtout des peintres orientalistes. Alors, pour poursuivre notre voyage, le deuxième nom très connu dans le théâtre arabe, c'est Abu Khalil al-Qabbani. Voilà, quand on parle de naissance du théâtre arabe, on a Maroun al-Naqash, et puis de suite, on a ce personnage, ou cette personne qui est, contrairement à Maroun al-Naqash, qui n'est pas chrétien, c'est un musulman, et qui est syrien, qui n'est pas libanais, il était à Damas. Abu Khalil al-Qabbani est très connu parce que d'abord c'est un grand musicien, il est connu pour ses chansons, existent encore aujourd'hui, donc elles sont reprises et modernisées, mais c'est quelqu'un qui va être épris bien sûr du théâtre. Il y en a qui disent qu'il a découvert le théâtre grâce aux pièces de Maroun al-Naqash, mais pourquoi je parle de lui? Parce que il va être le premier à faire monter des femmes sur scène. Voilà. Il va être le premier à faire monter des femmes sur scène et ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce que déjà qu'il y avait une grande frange de la société conservatrice à l'époque qui était contre, de toute façon, toute forme de divertissement. Et bien sûr, quand il a fait monter des femmes pour jouer sur scène, c'était vraiment voilà, les limites qu'il ne fallait pas dépasser. Et il raconte qu'ils vont aller, parce qu'à l'époque, comme vous le savez, la Syrie était sous autorité ottomane. Donc il y a des gens même, on raconte, qui sont déplacés carrément de Damas jusqu'à Sublime Porte, donc en Turquie, pour aller voir le sultan et voilà, pour lui faire des doléances et dire qu'il y a des choses impossibles et insupportables qui se passent à Damas. Il y a des femmes qui montent sur scène. Et suite à cette réclamation, on va vraiment interdire donc, Abu Khalil al-Qabbani d'exercer le théâtre. Et on va même aller jusqu'à lui brûler son théâtre, qui va être brûlé. Et suite à ça, il va partir et il va s'exiler en Égypte. Donc, on avance un petit peu et on arrive à un autre nom d'ailleurs, c'est Salim Khalil al-Naqash. Là, qui est mort en 1884. Salim Khalil al-Naqash, c'est le neveu de Maroun al-Naqash. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre les pièces de son oncle et il va aller les jouer en Égypte. Et c'est là où voilà, la transition va être faite et le théâtre, vraiment, le mouvement théâtral, il va passer donc du Liban vers l'Égypte. Pour plusieurs raisons. Vous savez, l'Égypte de l'époque, elle avait à sa tête quelqu'un qui s'appelle le Khedive Ismaël. Et le Khedive Ismaël, c'était quelqu'un un francophile, hein, comme son grand-père Mohamed Ali, donc, qui était fasciné par Bonaparte depuis la campagne d'Égypte. Et donc, c'était vraiment une famille des Khedives qui était très francophile et qui aimait beaucoup le théâtre. Et donc, il va construire les premières grandes salles de théâtre en Égypte et dans le monde arabe. Les premières grandes salles de théâtre, c'est au Caire et en Alexandrie. Et ça va être, le nom qu'il va leur donner, c'est la Comédie. Hein, donc, c'est des Français qui vont construire. Et donc, il y avait un terrain, on va dire, propice pour se produire et pour proposer des pièces de théâtre. Mais il faut savoir qu'avec le Khedive Ismaël, à l'époque, les pièces qui étaient jouées, c'était des pièces qui étaient jouées par des troupes étrangères.
essentiellement françaises et italiennes, mais il n'y avait pas des troupes arabes qui se produisaient dans ces grands théâtres. Hein. Et Abou Khalil Salim al-Naqash donc, va être le premier arabe qui va donc être autorisé à jouer en Égypte, en Alexandrie, et qui va amener avec lui, donc ça va être la première qui va amener avec lui des comédiennes qui vont monter sur scène. Et donc on va en parler, sauf que les comédiennes qui ont joué, les premières comédiennes arabes qui sont montées sur scène, n'étaient pas musulmanes. Ces comédiennes étaient soit chrétiennes, soit juives. Voilà. Donc, il n'y avait pas de comédiennes musulmanes. Alors, parallèlement, donc, maintenant on est dans le monde arabe, je tenais aussi à signaler que le rôle, il y avait des femmes aussi, par exemple Aïcha Taïmouriya, qui était donc une grande écrivaine, voilà, au 19e siècle, donc 19e jusqu'à, elle est morte en 1902, reconnue. Il y avait aussi, Zeynep Fawaz aussi, c'est une Libanaise, autrice de théâtre, de romans aussi, très connue, dont qu'on appréciait les œuvres et qui étaient diffusées. Alors, la seule chose, c'est que les deux exemples que j'ai cités là, ce sont deux femmes issues de la bourgeoisie. C'est comme en Europe à l'époque, hein, issus de la bourgeoisie, donc il y avait un terrain propice, on va dire, ou des conditions qui leur permettaient déjà d'être instruites et d'écrire, parce que, par exemple, Aïcha Taïmouriya, ses frères étaient des grands écrivains, son père était un intellectuel, etc. Alors, je vais passer très vite. Donc là, je vais vous parler de Khedive Ismaël, dont je vous ai parlé tout à l'heure, théâtre de la comédie, théâtre de l'opéra du Caire. Voilà, vous voyez, donc on est vraiment dans une architecture très européenne. Voilà, c'est le théâtre de l'opéra du Caire. Donc ainsi, le théâtre a été implanté vraiment en Égypte, et comme on dit trivialement, ça va prendre. Voilà, le théâtre va devenir un art très populaire. Et un théâtre, voilà la première grande star arabo-musulmane, donc qui est Salama Hijazi. Et il faut savoir que depuis Maroun al-Naqash, le théâtre dans le monde arabe, en tout cas au XIXe siècle et une partie du XXe siècle, va être essentiellement un théâtre musical. La musique est très présente parce que Maroun al-Naqash, il l'a découvert comme ça, donc en Italie, donc l'opérette, et il va reproduire cet exemple, et ça va être le cas. Et les premiers grands pionniers du théâtre arabe de l'époque, vous avez vu, je vous ai montré Abou Khalil Qabbani, c'était des musiciens. Et bien Salama Hijazi, c'est un chanteur, en fait, à la base. Voilà, c'est un chanteur qui va petit à petit être amené à jouer et devenir une très grande star du théâtre égyptien, même si les critiques de l'époque disaient qu'il n'était pas un grand comédien. Mais les gens venaient surtout l'entendre et l'écouter. Alors là, on peut ouvrir une petite parenthèse très rapide pour vous dire combien la musique est très importante dans la culture arabe, de manière générale. Donc, ce plaisir, on a un mot en arabe qui s'appelle tarab, ça veut dire c'est le plaisir qu'on acquiert par la musique. Voilà, donc la musique est très importante et donc on va la trouver. Et c'est ainsi qu'il faut attendre, 1914 plus exactement, pour avoir la première comédienne musulmane qui va monter sur scène et qui s'appelle Mounir El-Mahdiya, que vous voyez à l'écran. Et donc, bien sûr, vous voyez que la guitare, ce n'est pas une surprise, elle était chanteuse. Donc, et qui va, c'est à partir de cette date-là que la femme musulmane, la comédienne égyptienne va monter sur scène. Il y a parallèlement au théâtre aussi, il y a un autre domaine, même si ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais j'aimerais bien quand même attirer l'attention sur ça, c'est que c'est parallèlement, il y a une scène de danse qui va se développer aussi, très importante en Égypte. Donc il y a la musique, mais il y a la danse. Et la danse, quand on parle de la danse, on parle de cette dame aussi qui s'appelle Badi'a al-Masabni, qui est libanaise, qui a joué un rôle très très important parce qu'elle va être la première qui va ouvrir un casino-opéra dès 1939, un casino où on va dire
duquel vont sortir les plus grandes stars de la danse à l'époque, notamment, alors nous dans le monde arabe, tout le monde connaît Samia Gamel, donc, qui était l'une des plus grandes danseuses de l'époque, et qui va devenir même une star internationale. Alors je ne sais pas si vous avez regardé le film Ali Baba et les 40 voleurs de Fernandel, et vous voyez, c'est elle qui est à l'écran, hein, c'est elle qui va participer, donc jouer dans ce film. Voilà, il y a j'ai trouvé plusieurs affiches, donc avec Samia Gamel, qui est devenue vraiment une star, voilà, très connue, avec ce lot d'exotisme, d'orientalisme, bien sûr, qu'il y a. Donc voilà, on la voit avec Fernandel. J'aimerais parler aussi Fatima Rojdi, voilà, une autre grande star, voilà, du théâtre arabe de manière générale, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, c'est comme pour le cinéma, jusqu'aujourd'hui, quand on parle dans le monde arabe, et quand on dit le théâtre arabe, ou on dit le cinéma arabe, on veut toujours parler du cinéma égyptien, en fait. Pourquoi ? Parce que c'était le centre du cinéma arabe, c'est le cinéma égyptien. C'était le centre, le foyer culturel de l'époque, d'où voilà, est sorti et le théâtre et le cinéma. Alors, pourquoi je vous parle de Fatima Rojdi ? Parce que c'est l'une des premières grandes stars du cinéma et du théâtre. C'est la première comédienne qui avait carrément qui a dirigé une troupe de théâtre qui portait son nom. La troupe s'appelle la troupe de Fatima Rojdi. C'était une première à l'époque, et ça démontre aussi que voilà, le progrès qui a été réalisé. Et donc, il y a une grande reconnaissance. Vous voyez, il y a quelques années, il y a un timbre qui est sorti en Égypte à son effigie. Donc, c'est une sorte de reconnaissance quand même de cette grande figure du théâtre et surtout du cinéma. Alors, deuxième point, et puisqu'on est au cinéma, il faut savoir que le cinéma arabe est très redevable aux femmes. Les premiers films ont été financés par des femmes, hein, dans le monde arabe, parce que les premiers films ont eu lieu en Égypte. Comme vous savez, la tradition cinématographique, les frères Lumière sont arrivés en Égypte, et l'Égypte, les premiers studios arabes, c'était en Égypte. Et vous voyez là, Fatima Rojdi à l'affiche dans plusieurs films, et on a Aziz Amir, qui était une grande productrice aussi de cinéma et actrice. Elle était tout le temps, elle produisait, elle jouait dans les films. Assia Darer aussi. Voilà, on a vraiment au début des noms de femmes qui ont joué un rôle très important. Beaucoup sont venus du théâtre, et d'ailleurs on dit que c'est à cause du cinéma que le théâtre va connaître une certaine régression, donc dans les années 30, et c'est le cinéma qui va prendre la relève. Donc voilà en guise donc une introduction générale, voilà, du rôle, dans cet historique que j'ai essayé de tracer très rapidement, donc du rôle de la femme dans le théâtre et le cinéma. Maintenant on va partir au Maghreb, bien sûr, et on va partir au Maroc. Au Maroc, les femmes, alors, on va les trouver dans... Voilà. Alors, toujours, maintenant, la question qui va toujours se poser, c'est entre le privé et le public, toujours. C'est-à-dire que, pendant longtemps, la femme, dans la société maghrébine arabe, va être cantonnée dans le lieu privé. D'accord ? La sortie dans le lieu public va devenir un problème. D'accord ? Mais, au Maroc, malgré tout, aujourd'hui encore, on a d'autres traditions, et notamment ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les danses amazirs. Donc, moi, je préfère utiliser le mot amazir que berbère, mais bon, c'est les habitants autochtones du Maroc avant l'arrivée et des Arabes et avant la colonisation. Et donc, on trouve cette trace, et c'est les amazirs. La femme était présente dans les manifestations artistiques publiques. Voilà, ce sont des danses qui avaient lieu dans les villages et qui continuent encore aujourd'hui à exister. Donc, et même après l'arrivée de l'islam, cette tradition va continuer. Vous voyez cette mixité. On va trouver ce qu'on appelle aujourd'hui, ça relève de la danse folklorique, mais on va trouver donc des danses où il y a les femmes et les hommes. On trouve aussi la femme dans les lieux publics, dans le sud du Maroc. Là, on est plutôt dans le désert. Donc, vraiment, on est vers le sud. Et comme vous le savez peut-être pas, il y a une sorte de matriarcat qui existe aussi, et donc qui permet que, comme vous voyez dans l'image, donc les femmes qui dansent, voilà, entourées d'hommes dans des lieux publics, et ça ne posait pas de problème. Mais bon, là, on est dans le domaine de la danse. Mais si on va dans le domaine du théâtre, le domaine du spectacle proprement dit, donc
trouvez par exemple, c'est une carte postale de l'époque coloniale au Maroc, ou du protectorat au Maroc. Et comme vous voyez, il s'agit d'une forme qui s'appelle la halqa. La halqa, c'est quoi? Ça veut dire cercle. Et c'est une forme de théâtre ou de spectacle circulaire. Donc aujourd'hui encore, il y a quelques restes. Si vous allez au Maroc et vous allez à Marrakech, la place Jemaa el-Fna, si vous connaissez, vous allez trouver beaucoup de spectacles en cercle. D'ailleurs, la place Jemaa el-Fna a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à cette forme de théâtre, pas aux restos qui sont sur place et qui ont envahi la place. Oui, malheureusement, aujourd'hui, ils ont pris toute la place et ces spectacles sont en train de disparaître, en fait. Surtout le spectacle du conteur. Maintenant, quand vous allez au Maroc, vous allez trouver dans cette place, surtout, moi, la dernière fois où j'étais, j'ai trouvé surtout beaucoup de spectacles de musique. Des gens qui font de la musique, etc. Des jeunes, en fait, qui viennent faire de la musique. Mais la vraie halqa, le vrai théâtre circulaire, c'est-à-dire celui du conteur qui raconte des histoires et qui peut rester sur la place pendant un mois et chaque jour, il y a le même public qui vient écouter l'histoire et voilà, pendant un mois, pratiquement disparu. Donc cette tradition a disparu. Alors, bon, bien sûr, la halqa, il y a plusieurs formes, ce théâtre circulaire. Là, ce que vous voyez, ce qu'on appelle la halqa des acrobates. Voilà, quand vous voyez, ce sont des acrobates. Mais moi, voilà, j'ai choisi cette photo tout simplement parce que, encore une fois, donc la halqa, c'était aussi un théâtre ou un spectacle, comme vous voulez, qui était animé essentiellement par des hommes. Voilà. Mais on peut trouver des femmes. Donc, et comme vous voyez sur les photos, bon, ce sont les femmes, ce qu'on appelle avec le haïk, une sorte, voilà, en blanc. Donc, étaient présentes quand même comme spectatrices, voilà, dans un lieu public où il y a une certaine mixité. Il faut savoir encore une fois que c'était à l'époque, c'est très rare dans une société très conservatrice, donc qui ne tolère pas cette mixité, on va dire, entre les hommes et les femmes, mais elle participait. Là, une autre image, vous voyez, de la halqa. Donc, qu'on voit ici, on voit, voilà, vous voyez une femme, voilà, qui est là et qui participe. Mais encore une fois, la femme n'est que spectatrice, mais pas actrice. Donc, le seul lieu où j'ai trouvé la femme actrice, c'est, alors peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ce qu'on appelle sheikhat. Alors, sheikhat, ce sont des musiciennes, voilà, ce sont des musiciennes qui existaient dans les campagnes marocaines, en fait, et ils avaient un chant qui s'appelle le haïta. Voilà, le cri. Voilà, ils étaient très connus dans cet art ancestral. Et elles sont aussi des danseuses. Voilà. Sauf que avec le protectorat, il va y avoir une sorte de migration donc des campagnes vers les villes. Et ces shikhats vont arriver dans les villes et ils vont commencer à avoir, bien sûr, bon, les conditions ont changé, ils vont commencer à se produire dans les cabarets. Et c'est de là où ils vont avoir une sorte de réputation un peu sulfureuse. Et il faut savoir que cet artiste, alors le sheikha, ça vient du sheikh. Sheikh, c'est le sage, en fait. C'est honorifique quand on donne ce prénom à quelqu'un. Mais aujourd'hui, au Maroc, sheikha, c'est une insulte. C'est-à-dire, les Marocains, ils utilisent ce mot pour insulter quelqu'un, pour signifier prostituée ou femme légère, etc. Donc, dans l'imaginaire, quand même, il y a on n'accepte pas non plus cette liberté de la sheikha. Et vraiment, il y aura beaucoup de choses à dire à sheikha parce que les sheikhas sont très présentes dans la société marocaine. On les invite pour les mariages, on les invite dans toutes les grandes fêtes. Mais, par exemple, je vous donne un exemple très simple, il y a des familles et ça c'est quelque chose de vécu que j'ai vu de mes propres yeux, il y a des familles qui invitent sheikhat pour animer une fête, mais l'homme de la famille, il va interdire à ses femmes et ses filles d'aller parler à sheikha. C'est-à-dire, sheikha, il faut qu'elle reste dans son rôle d'animatrice. Une fois ce rôle est terminé, elle rentre chez elle. Il y a une sorte de schizophrénie, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc au Maroc, le théâtre moderne, il va commencer avec, on va dire, l'arrivée des Français et des Espagnols. Voilà. Pendant l'époque protectorale, là, c'est le théâtre le plus ancien au Maroc. Si vous allez à Tanger, vous allez trouver, il y a cette chance, il est toujours là. Donc, c'est marqué, c'est en 1913, et c'est le Teatro Cervantes, donc, qui se trouve comme je disais, à Tanger. Et pourquoi? C'est intéressant parce que quand j'ai cherché dans l'histoire, j'ai trouvé que derrière la création de ce théâtre, il y avait une femme,
en fait, une Espagnole qui s'appelait Esperanza Oriana, et donc qui était la femme d'un richissime donc, commerçant qui s'appelle Manuel Peña. Et en fait, voilà, comme c'est écrit, donc c'est un couple qui était fasciné par le théâtre et qui avait voilà, une grande admiration pour une actrice espagnole, Maria Guerrero, etc. Et c'est grâce à Esperanza que c'est elle qui va vouloir donc, pousser son mari à construire en fait ce théâtre qui est aujourd'hui considéré comme le plus ancien théâtre dans ce qu'on appelait à l'époque, alors ce n'est pas le Maroc espagnol, parce que Tanger c'était une ville internationale à l'époque, vous savez, pendant le protectorat, le Maroc, il y avait le Maroc espagnol vers le nord et l'extrême sud, le Maroc français et le Tanger qui était une ville internationale. Du côté français, on va trouver voilà, aussi les premiers théâtres qui ont été construits au Maroc, dans la partie centrale, donc, c'est le théâtre municipal de Mazagan en 1923 et bien sûr le théâtre municipal de Casablanca en 1920. Et quand on voit ce théâtre, voilà, toujours, bon, moi j'attaque toujours par le prisme donc, de la participation féminine, il y avait beaucoup de comédiennes donc, qui évoluaient dans ce théâtre. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé même que du côté français, donc, on avait des femmes qui, bon, notamment Madame Juin, qui était donc, la femme du résident général au Maroc et qui patronnait même une association très connue qui s'appelle la Scène française, voilà, qui patronnait donc toute l'activité théâtrale au Maroc, donc en faisant venir des troupes de France et de partout. Et quand on rentre vraiment un peu plus dans le détail, j'ai trouvé par exemple le théâtre municipal, voilà, une certaine Florida Mayol, qui était très connue, voilà, qui était une animatrice, comédienne, qui avait même une école de théâtre. Donc voilà. Donc il y avait la femme européenne était très présente, donc voilà. Sauf que le problème, c'est que ces théâtres-là, ils étaient fréquentés essentiellement par un public européen et occidental, mais pas par un public arabophone. Très rarement. Il y avait, mais très rarement. Donc, il n'y avait pas une influence directe sur la scène culturelle. Alors, il y a un événement quand même, il faut le signaler, qui est très important et très révélateur. Là, vous voyez, on est en 1932 et la dame qui est assise au milieu de tous ces hommes, c'est Fatima Rochdi, dont j'ai parlé au début. Vous savez, cette comédienne égyptienne, et bien à un moment, d'ailleurs c'est comme ça que le théâtre va arriver dans les autres pays du monde arabe, c'est-à-dire que les troupes égyptiennes vont commencer à faire des tournées dans le monde arabe, que ce soit en Irak, en Syrie, ailleurs, et notamment au Maghreb. Et donc en 1932, Fatima Rochdi va arriver au Maroc avec une troupe, voilà, sa troupe, 40 personnes. Elle va passer un mois au Maroc, très très grand succès. Vraiment très grand succès. Donc là, par exemple, c'est en arabe, c'est écrit, c'est hommage donc, qui a été rendu à la comédienne égyptienne Fatima Rochdi, donc dans la ville de Salé. Donc voilà, on lui a rendu hommage, on l'a reçu, il y avait des discours avec beaucoup d'éloges, etc. Mais le théâtre qui va commencer à être pratiqué par le Marocain. Donc là, vous voyez, c'est la première pièce théâtrale qui a été jouée au Maroc, donc de Saladin. Eh bien, tous les rôles, en fait, étaient joués par des hommes. Voilà, il n'y a pas de femmes. Voilà, c'est la pièce, voilà, Saladin aussi, donc qui a été montée donc bien avant 1927, mais il n'y avait pas de femmes, donc sur scène. Donc il faut attendre quelques temps. Et donc là, je vais passer, bon, on ne pas... Voilà. Ça, je vais en parler après parce qu'il est question d'instruction aussi, parce que les premières pièces théâtrales qui ont été jouées au Maroc étaient jouées par des anciens élèves, en fait, des anciens élèves d'école. L'école était un élément très important qui a fait que, voilà, que ces jeunes ont découvert le théâtre. Mais comme la femme, à l'époque, les filles n'étaient pas scolarisées, donc elles vont mettre beaucoup de temps. Même avec le protectorat, la scolarisation des filles au Maroc va être minime, vraiment, et très marginale. Donc il faut attendre les années 60, voilà, c'est pour ça que j'ai mis vraiment pour avoir les filles qui vont intégrer l'école publique pleinement, on va dire. Mais donc, en cherchant, j'ai trouvé que les premières tentatives d'écriture théâtrale ou de monter des petites choses, c'est cette dame-là qui s'appelle Malika El Fassi.
Alors, Malika El Fassi, elle est très connue au Maroc, mais elle n'est pas connue pour le théâtre du tout. Et elle est connue comme d'abord une grande féministe, parce que c'est l'une des premières dames qui va commencer à défendre la cause des filles, notamment la scolarisation, d'ailleurs, question de la scolarisation des filles au Maroc, mais elle est connue aussi pour être une fervente nationaliste. Elle est la seule femme à avoir signé, ce qu'on appelle au Maroc, le document pour l'indépendance. Et donc, j'ai découvert ça donc, par hasard, vraiment par hasard, dans un livre qui traitait de mouvements féministe dans le monde arabe et au Maroc, et j'ai trouvé cet extrait où on parlait qu'elle a présenté, vous voyez, dans une atmosphère nationaliste exacerbée, ces pièces de théâtre avaient un grand impact, explique-t-elle. J'essayais à travers ces histoires moralisantes de lier l'amélioration de la situation de la femme au combat nationaliste. Ces petites pièces écrites par Malika El Fassi portaient sur des sujets variés, comme le mariage précoce des jeunes filles, l'éducation des enfants, l'hygiène. Donc, c'est un théâtre de sensibilisation, si on veut, et qui a commencé donc assez tôt. En tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres textes qui ont précédé, ont devancé, donc ces pièces-là. Une deuxième personnalité aussi importante, où j'étais surpris aussi, vous allez remarquer que ce ne sont pas des femmes qui viennent du milieu artistique du tout, c'est Touri Chaoui. Alors, Touri Chaoui est très connue aussi pour être la première femme pilote au Maroc. Donc, elle a été jeune, je crois, 18 ans ou 19 ans. Et Touri Chaoui, son père était homme de théâtre, et j'ai découvert par la suite qu'elle a joué dans des pièces de théâtre dès l'âge de 8 ans. Elle a joué même dans des films à l'époque. Et ce qui m'a amené aussi à chercher un petit peu dans le cinéma. Et dans le cinéma aussi, j'ai découvert énormément de choses. Et La Septième Porte, ça c'est le film dans lequel Touri Chaoui a joué en 1947. Et du coup, j'avais découvert aussi d'autres noms de comédiennes, même bien avant, en 1900, là, vous avez 1918, vous avez c'est la première actrice du cinéma marocain, qui s'appelle Saïda Beni Saïd, dans un film qui s'appelle Le Mektoub, d'ailleurs, comme c'est l'un des premiers films, sinon peut-être le premier film qui a été tourné au Maroc par des Français, et dans lequel cette comédienne a joué. Et voilà, une autre comédienne aussi, qui est née en 1909, Leila Atouna, dans Le Sirocco aussi, un autre film français. Et voilà, j'en ai trouvé 3 et une troisième qui jouait. Donc le cinéma, c'est à explorer. J'ai pas, ça, c'est des renseignements ou des informations que j'ai trouvées comme ça en cherchant autre chose. Mais à mon avis, c'est quelque chose à creuser un peu plus. Alors, pour voir des femmes monter sur scène, il faut attendre les années 40 au Maroc. Et vous voyez là, c'est la troupe de théâtre arabe de la radiodiffusion marocaine. C'est la première fois, vraiment, on va voir des femmes marocaines. Avant de monter sur scène, elles vont passer d'abord par la radio, comme s'il fallait quand même une transition, pas directement, mais on va commencer par la radio, grâce à ce monsieur qui s'appelle Abdallah Chakroun, qui va insister pour intégrer, parce que même à la radio, les rôles féminins étaient joués par des hommes. Et donc, lui, il va insister pour que une femme, alors je crois qu'il y avait une histoire d'amour aussi derrière, cette jeune fille qu'il va épouser par la suite et qui va être la première comédienne à se produire sur les ondes. Voilà, c'est la fameuse, alors au Maroc, elle est très connue, qui s'appelle Amina Rachid, qui malheureusement est décédée en 2019. Donc, il formait un couple, avec Abdallah Chakroun. Et on a une deuxième, comédienne, en même temps, toutes les deux vont arriver ensemble, qui s'appelle Habiba Madkouri. Et donc, très rapidement, là, je vous passe les textes, mais très rapidement, derrière les micros, vont passer sur scène, puisque c'est la même troupe, dans les années 1950, va se produire sur scène. Et là, on voit à l'écran Habib al-Madkouri dans une pièce de théâtre avec des costumes d'époque, comme vous voyez. Et donc, ça va être les premières comédiennes marocaines qui montent sur scène. Maintenant, on avance un petit peu dans le temps et on va avoir une expérience très importante due à un monsieur qui s'appelle André Voisin. Alors André Voisin, c'est vraiment l'initiateur du théâtre professionnel au Maroc. Voilà, c'est un Français qui est arrivé au Maroc par hasard et
en fait, c'est l'administration française qui va faire appel à lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, on est de la fin des années, on n'est pas loin de l'indépendance quand même, en 1956 au Maroc, et les mouvements nationalistes vont commencer à utiliser le théâtre pour la propagande. En fait, ils vont commencer, c'est un outil. Et donc, pour contrecarrer cette propagande, on va faire appel à des instructeurs français pour, en fait, encadrer ces jeunes Marocains. Et comme ça, on les tient donc à l'œil. Et c'est comme ça qu'il est arrivé, André Voisin. Mais sauf qu'André Voisin, il ne va pas jouer le jeu du tout. Donc, au contraire, André Voisin, il va être derrière la création de la première troupe professionnelle de langue arabe. Et bien sûr, il va avoir des comédiennes. Khadija Jamel, que vous avez vu, c'est elle dans la première vidéo que je vous ai montrée. Donc, c'est Khadija Jamel. Donc, il va faire partie de cette troupe qui va être une troupe marquante. C'est comme la troupe de la comédie française au Maroc. Hein, c'est la plus grande troupe qui existe. Avec l'autre, bien sûr, Fatima Regragui, que je vous ai montré aussi au début. Donc, ce sont des comédiennes et qui vont s'illustrer dans une pièce notamment qui s'intitule Les Fourberies de Juha. Bien sûr, c'est une adaptation des Fourberies de Scapin, et qui va être jouée en 1956 à Paris. Voilà, vous voyez, c'est Fatima Regragui qui est avec dans la deuxième pièce, Les Balayeurs. Et bon, là, c'est juste un extrait de la presse française à l'époque, donc voilà, qui était très dithyrambique par rapport au jeu de ces comédiennes marocaines. Donc là, les comédiennes marocaines vont commencer vraiment à s'installer dans le paysage. Voilà, ça, c'est la troisième comédienne, donc très connue, pareil. Voilà, aussi un destin qui est un peu compliqué. Donc, on va voir comme ça une suite, on va dire, des comédiennes. La tradition des comédiennes va s'installer jusqu'à, on va voir la génération d'après, donc avec Naïma Mcharqi, etc. Il faut attendre les années, on va dire, 80 pour voir une évolution vraiment de la femme marocaine dans le théâtre. Et on a notamment cette figure emblématique qui s'appelle Touria Gebran, donc qui nous a quittés en 2020. Pourquoi c'est une figure emblématique? D'abord parce que je crois que c'est la première femme ministre qui vient du théâtre. Elle était ministre de la culture au Maroc. Donc je crois même dans le monde arabe, c'est la première fois qu'on a une ministre de la culture qui vient du monde théâtral, parce qu'elle est comédienne de théâtre, et parce qu'en fait, elle va être la première femme. Alors là, c'est dans le rôle de Maître Pontilla. Elle a joué dans une adaptation de Brecht. Et parce qu'avec son mari, elle va créer une troupe. Elle va diriger une troupe. Alors voilà, elle s'appelle le Théâtre d'aujourd'hui, une des troupes très importantes donc dans le théâtre marocain. Et donc on a une sorte d'évolution, c'est-à-dire on sort de ce rôle de seulement comédienne à vraiment partenaire et directrice de troupe. Et on a deux exemples, elle et Khadija Assad. Alors, juste la remarque, parce que je vois le temps passé, donc j'essaie d'avancer. À l'époque, donc les années 80-90, toutes ces dames de théâtre étaient souvent mariées à des hommes de théâtre. C'est comme si c'était une condition sine qua non pour exister ou pour pratiquer leur art. Touria Gebran était mariée avec Ouzri. Bon, pratiquement là aussi, c'était de grandes comédiennes qui étaient mariées avec des... Alors, là aussi, un des domaines où vraiment, cette fois-ci, la femme, en tant que femme, va émerger et va s'imposer, c'est dans le domaine du théâtre universitaire. Le théâtre universitaire est par des profs, en fait, des profs femmes, donc, qui enseignaient le théâtre ou la littérature et qui vont pratiquer le théâtre dans le cadre universitaire avec une très grande liberté. Vraiment une très grande liberté, et qui vont marquer cette scène. Je retiens l'une, on va dire la doyenne, qui est Yamina Ben Abou. Alors, voilà ce que je vous disais. Moi, Yamina Ben Abou, vraiment, c'est des femmes qui vont beaucoup produire, qui vont faire des choses magnifiques, mais il n'y a aucune reconnaissance, et on trouve leur nom nulle part. Là, voilà, pour moi, trouver ces informations, je l'ai vraiment contactée. Voilà, elle m'a envoyé ses affiches, elle m'a envoyé tout son CV, et effectivement, elle a fait énormément de choses. Elle a eu beaucoup de prix. Voilà, ça, c'est juste une partie de son CV qu'elle m'a envoyé. Elle a eu des prix, etc. Mais elle m'a dit elle-même, qui n'a jamais été reconnue par l'establishment ou par le théâtre officiel en tant qu'actrice. Mais celle qui m'a le plus vraiment marqué, c'est cette dame-là.
voilà, qui s'appelle Fatima Chebchoub, qui est morte très jeune. Pourquoi? Parce que cette dame, si vous voulez, le nom, quand j'ai discuté avec les gens du théâtre au Maroc, tout le monde connaissait cette dame. Tout le monde. Vraiment. Quand je cite son nom, on dit « Ah oui, 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 elle, oui, elle est connue, c'est elle, oui, oui, la grande gueule. » Voilà, c'est surtout comme ça qu'on parlait d'elle, parce qu'elle était très présente, elle a une forte personnalité. C'est une prof d'université, berbère, amazigh, français, même elle est partie aux États-Unis. Et le problème, c'est que sur le plan de la recherche et des textes, quand j'ai cherché, j'ai trouvé aucune ligne, mais quand je dis ligne sur cette dame-là, les seules traces que j'ai trouvées, je les ai trouvées voilà, aux États-Unis, en fait, et c'est des Américaines, et surtout ce texte que je trouve très intéressant, voilà, de la part d'une chercheuse américaine qui a consacré un livre, pas à elle, mais sur le mouvement féministe au Maroc. Et elle raconte, bon, c'est un témoignage, elle raconte que, voilà, elle dit, j'ai été invitée chez elle et j'ai observé de première main le genre d'énergie dont elle est capable. Elle garde sa vie privée remarquablement exempte de distractions. Elle est une halaiqiya. La halaiqiya, ça veut dire c'est l'animatrice de ce théâtre, la halqa, circulaire, hein, où, voilà. Une actrice, une réalisatrice, une dramaturge, une scénariste, une personnalité de la télévision, une chanteuse, une danseuse, une joueuse de bendir, c'est le tambour, une animatrice culturelle, un croisement entre maître de cérémonie et humoriste, une poétesse, une peintre, une couturière, une maquilleuse et une coiffeuse, une enseignante à l'université et une chercheuse en littérature. Elle parle l'arabe classique, l'arabe dialectal, le tamazight, le français, l'anglais, l'espagnol. Elle vit sa vie de façon non traditionnelle et à cause de cela, sa famille l'appelait Arromi, à l'occidental. C'est une fanatique d'aérobic et de fitness qui peut échanger des propos improvisés avec des artistes de rue traditionnels. Bref, c'est une diva dans tous les sens du terme, et elle ne se contente pas de chevaucher les contradictions de son monde, elle les dévore. Et je crois que c'est ça qui dérangeait énormément dans le milieu théâtral. Donc c'est cette liberté, vraiment, c'est une assoiffée de liberté, et elle n'hésitait pas à le montrer devant tout le monde. Et je crois quand même qu'elle, c'est une dame qui mérite, voilà, moi j'ai trouvé c'est rare aussi, images d'elle, des photos d'elle, c'est elle qui est à gauche, donc dans une pièce de théâtre, voilà, qu'elle essayait de monter. Donc ainsi, voilà, il y a j'ai essayé de mettre, voilà, en lumière ce mouvement donc de femmes dans le milieu universitaire, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y en a Anissa Delazi à Casablanca aussi, voilà, qui a traduit Coltès, etc. Il y a voilà, Aïcha Haroun à Agadir. Voilà, il y a des femmes actrices militantes. Et il y a surtout, bon, elle, Zohra Makash, qui voilà, est une grande militante aussi, une grande féministe, une grande femme de théâtre. Elle est universitaire, elle est écrivaine, elle est traductrice, que j'ai eu l'occasion d'inviter ici à Bordeaux à plusieurs fois. Et voilà, on a même sorti un livre ensemble. Donc il y a un mouvement qui est important voilà, qui n'a pas eu, bon, en tout cas, on n'a pas assez parlé de ces femmes-là. Alors, quelque chose, voilà, qui va bouleverser en fait la scène théâtrale marocaine. Et là, vraiment, ça va donner, on va dire, une impulsion très importante aux femmes. De manière générale, c'est la création de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est la première institution dédiée au théâtre au Maroc, parce que jusque-là, il n'y avait pas d'école de théâtre publique, on va dire. C'est la première institution. Et du coup, ce qui a fait que, comme c'était une institution publique, donc les jeunes filles qui se formaient, elles commençaient à avoir une certaine légitimité. C'est-à-dire, elles sortaient avec un diplôme, avec une reconnaissance, et donc, et surtout, avec une grande formation. C'est une formation sur 4 ans. Et donc, on va avoir des femmes très audacieuses aussi, qui vont sortir, qui revendiquent une certaine liberté. Et là, par exemple, vous avez, là, on va dire, pas les scandales, mais les polémiques vont commencer à avoir lieu au Maroc grâce à cette génération. Donc, notamment, vous avez cette fille qui s'appelle Latifa Ahrar, qui a monté une pièce qu'elle a appelée en 2010, on approche quand même, qui s'appelle Kafarnaoum. Et voilà, vous voyez, elle joue avec la burqa, en fait, et voilà, elle dénonce un petit peu l'emprisonnement par la burqa. Et voilà, donc, quelques images. Donc, et ça va, voilà, surtout cette scène-là,
donc parce qu'elle va se mettre tout simplement donc en culotte et en soutien-gorge, et ça va créer une polémique au Maroc. Vous n'imaginez pas ce qu'on a écrit sur elle, la pauvre. Vraiment une attaque, mais incroyable, incroyable. Et j'aime bien, là par exemple, elle dérange les conservateurs, des esprits, mais pour vous montrer un petit peu ouais, je crois que je l'ai enlevé parce qu'il y avait un texte très virulent sur elle, mais j'ai bien aimé cette caricature qui est sortie. Donc, voilà. En plus, ils ont joué sur le mot ahrar, parce que son nom de famille, c'est Ahrar. Et Ahrar, ça veut dire libre aussi, en arabe. Ahrar, c'est le pluriel de hor, ça veut dire on est libre. Et donc, c'est écrit derrière, dans la banderole derrière, c'est écrit Nahnu ahrar fi ajsadina. Nous sommes libres dans nos corps. En fait, c'est écrit. Et bien sûr, fac, note, bon. Et donc, voilà, on va commencer à avoir quand même une génération un peu avec beaucoup d'audace qui existe encore aujourd'hui au Maroc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur la scène théâtrale arabe, la scène féminine marocaine est très particulière, vraiment. Je peux vous dire par expérience, j'ai fait le tour des festivals dans le monde arabe et je trouve que le théâtre fait par des femmes au Maroc, c'est un théâtre très audacieux et qui bouscule, en fait. Et donc, on va avoir toute une génération de comédiennes, bien sûr, qui maintenant sont bien installées sur scène. Mais voilà, bon. Mais surtout, voilà, c'est ça la nouveauté. Peut-être même ça arrive trop tard, ou très tard, il n'est jamais trop tard. La nouveauté, c'est quoi? C'est on commence à avoir des metteuses en scène femmes. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Vraiment. Avant l'Institut supérieur d'art dramatique, il n'y a jamais eu de femmes metteuses en scène. Et ces femmes-là, ces filles, elles vont démontrer aussi, faire preuve d'un talent énorme, et elles vont réussir à obtenir des prix que leurs homologues hommes n'ont jamais eu au Maroc. Et notamment, je vais vous montrer une qui va avoir le Grand Prix du théâtre arabe, carrément, donc récemment. Alors voilà, on commence à avoir des metteuses en scène comédiennes en même temps. Donc vous avez Fatima Atif, par exemple. Voilà. Latifa Ahrar, dont je vous ai parlé au début, la comédienne qui a bousculé avec son spectacle Capharnaüm, elle est aussi devenue metteuse en scène. Elle commence à mettre en scène ses propres pièces et d'autres pièces. Voilà, donc ça, c'est des pièces qui sont mises en scène par elle. Maintenant, elle s'est même au cinéma. Elle commence à écrire des documentaires donc, pour le cinéma. Et surtout, alors, celle-là, donc Naïma Zitan, alors elle qui a fait plus polémique que Latifa Ahrar, parce qu'elle va oser, mais vraiment, elle, elle va aller un peu plus loin. Donc, c'est une metteuse en scène, lauréate de l'Isadak, et c'est ce spectacle-là qui va faire scandale, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ce spectacle, il s'appelle Diali. Voilà. Diali, et voilà. Alors, alors là, c'est une anecdote que je peux vous raconter. C'est que j'ai fait une intervention il y a quelques années en Algérie. J'étais invité dans un festival à Béjaïa, en Algérie, et c'était le thème sur les femmes. Et j'étais, voilà, comme ici, mais un amphithéâtre qui était plein à craquer. Et donc, je faisais ma conférence, et quand j'ai diffusé cette photo, il y a la moitié de la salle qui est sortie. Je ne sais pas, moi j'ai eu peur, moi je ne sais pas ce qui se passait dans la salle, mais tout le monde sortait, mais vraiment. C'était impressionnant, c'était, voilà. Voilà. Et c'était très intéressant parce que quand j'ai fini ma conférence, la fameuse conférence, toutes les questions étaient sur cette pièce-là. On n'a parlé que de sexualité féminine et la place de la femme, notamment par des jeunes étudiantes algériennes. Et c'était très, très, très intéressant. C'est vraiment encore des sujets un peu tabous. Mais donc, alors, c'est quoi donc voilà cette pièce Diali, ça veut dire à moi. Et en fait, il parle du sexe féminin, tout simplement. Et toute la pièce, en fait, autour, c'est Naïma Zitan, elle a interviewé une centaine de femmes au Maroc autour de la sexualité. Parce que au Maroc, la sexualité féminine, c'est un tabou, c'est un grand tabou. Et donc, à partir de tous ces témoignages, tout ce travail, eh ben, elle a monté cette pièce. Et cette pièce a beaucoup dérangé, mais vraiment a beaucoup dérangé. Je crois que ce qui est dérangeant, ce n'est pas que le thème. Moi, j'ai assisté à cette pièce de théâtre à Casablanca. Et en même temps, j'ai fait exprès, j'ai assisté plusieurs fois à la pièce. La première fois, c'était pour regarder la pièce. La deuxième fois, c'était pour observer les gens, en fait. Et effectivement,
il y avait une tension dans la salle. Mais vraiment, et même les gens qui sont les plus ouverts, il y avait beaucoup d'intellectuels, mais je remarquais à chaque fois qu'elle disait, qu'elle nommait le sexe féminin en arabe dialectal, quand elle le dit comme ça, tu sentais dans le public, il y a une réaction. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler comme ça. D'accord ? Et elle le fait exprès en plus, parce qu'elle commence la pièce avec ça. Et en plus, c'était à la fin de la pièce, alors là, c'est la provocation ultime. Il y a la comédienne qui dit, parce qu'elle va parler aussi de la violence, du viol, mais tous les gros problèmes quand même que subissent les femmes, des agressions sexuelles, etc. Et à la fin, la comédienne, à la fin de la pièce, elle dit au public, de toute façon, là, je vais aller faire ma prière à la mosquée, et que vous le veuillez ou non, je vais l'emporter avec moi. Et comme ça, et c'était, alors, voilà, pour vous. Alors oui, je peux. Alors, c'est un petit extrait. Je vais vous montrer comme ça, voilà, de Naïma Zétan, comme ça vous l'écoutez un peu. Voilà. Donc, elle était très. Vous avez remarqué, elle était quand même très pudique. Hein, elle ne parlait pas beaucoup de sexualité, etc. Elle faisait très attention quand même, malgré tout, parce que c'est diffusé au Maroc. Et voilà le genre de critique quand même. Alors celui-là, ce monsieur, c'est l'un des plus grands noms du théâtre marocain de l'ancienne garde. Écoutez bien ce qu'il a écrit. Il dit « C'est un sujet animalier et sauvage, primitif et étrange, un sujet dans lequel il n'y a ni science, ni art, ni pensée, ni littérature. Et si certaines femmes ont un problème avec leur vagin, cela reste leur problème privé et non pas celui de l'ensemble de la société. Ainsi, cela n'a aucun sens que l'institution théâtrale, qui est une institution à but pédagogique, éducatif et cathartique, souffre des petits calculs suspects ou de certains complexes maladifs. » Vous voyez quand même la violence un petit peu quand même de la réaction. Mais bon, cela n'a pas empêché, alors une des metteuses en scène aujourd'hui encore, bon, aussi, bon, je l'ai invité plusieurs fois ici à Bordeaux, il a présenté une pièce à Bordeaux, donc c'est Asma Houri. Donc vraiment, elle, c'est aujourd'hui très en vue, très talentueuse comme metteuse en scène. Et là, voilà, comme je dis, c'est elle qui a eu le premier, le grand prix théâtre arabe en 2017, en attaquant toujours. Alors ça, si on veut l'écriture, bon là, on n'a pas le temps, mais après dans la discussion, je peux en parler, parce qu'on ne va pas parler des autrices aussi. Où moi j'ai écrit, vous pouvez trouver les articles, j'ai publié pas mal d'articles sur la question, j'ai appelé ça le dévoilement de l'intime. Vraiment, dans les textes des femmes, j'ai remarqué qui ont été écrites, ou même dans les metteuses en scène, il y a toujours la question de l'intime. Toujours une sorte de dévoilement de l'intime. Elle parle des questions tabous, elle parle d'elle-même. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'écriture masculine, mais vraiment pas du tout. Là, par exemple, cette pièce qui a eu beaucoup de succès, dans laquelle elle parle du cancer. Voilà, le cancer des seins pour les femmes. Et elle part d'une histoire vraie qui est celle de sa sœur, qui est poétesse. La sœur de Asma m'a raconté, elle est morte suite à un cancer, mais quand elle est morte, quand elle est partie dans l'appartement de sa sœur pour ranger les affaires, etc., elle a trouvé un cahier, en fait, secret, où sa sœur, durant les derniers mois de sa vie, écrivait en fait ce qu'elle ressentait. Et à partir de ce texte, elle a monté cette scène, et c'était très fort, parce que sa sœur, en fin de compte, ce qui était le plus dur pour elle, c'était le regard des autres et de la société, plus que la maladie. Et vraiment, c'était, voilà, elles arrivent quand même à aller sur des points très sensibles. Voilà, donc je vois le temps, donc ça, voilà, ce sont les écrivaines, bon, avec les questions de violence, etc., qu'elles expriment dans leur texte. Bon, celle-là, elle est géniale, c'est aussi une militante qui vient des arts plastiques, qui a osé proposer le Kama Sutra dans une main de Fatma, qui avait beaucoup de bruit. On l'a censurée, la pauvre, on l'a censurée, mais elle ne se laisse pas faire, c'est ça qui est génial. Elle a fait un sitting devant la salle où on l'a interdite en fait. Elle a mis un bandeau sur sa bouche, donc aussi elle a fait une sorte de happening aussi, où elle a rassemblé toute la presse. Donc voilà, elle a écrit pas mal de pièces. Bon, malheureusement on n'a pas le temps d'en parler. Et pour finir, voilà, donc je finis juste avec ça, quand même, par une note un petit peu plus optimiste, parce qu'aujourd'hui, comme les femmes, ils ont pris les choses en main marocaines. C'est pour ça que je dis la scène marocaine, elle est très particulière, moi je trouve quand même. Voilà, on a un festival qui a été initié il y a quelques années, qui s'appelle, c'est pas anodin, ils l'ont appelé COR, G7. COR, c'est un festival qui est monté
que par des femmes, et on invite surtout des dramaturges ou des metteuses en scène femmes. Là, la première édition, donc, c'était sur les metteuses en scène femmes. Donc voilà. Bon, alors moi j'ai eu cet honneur en fait d'être invité pendant cette séance, et on a aujourd'hui une jeune génération, toute jeune là. Donc j'ai vu leurs pièces. Voilà, par exemple, comme Fatima Zahra Al-Houitel, voilà, qui est une jeune metteuse en scène. Elle a fait ce spectacle très intéressant. Encore une fois, elle attaque la question du suicide, qui est un tabou aussi dans les sociétés arabo-musulmanes. On ne se suicide pas normalement, et donc la pièce est autour de quelqu'un qui va se suicider. Ou, par exemple, Kenza Barrada aussi, qui a fait ce spectacle Boujloud sur l'inceste aussi, donc au sein des familles, donc vraiment des sujets très très forts. Et ça donne exemple, voilà. Et ça, je crois que je finissais avec ça. C'est une photo de festival de théâtre universitaire quand même. Les jeunes filles, les jeunes étudiantes, il y a un exemple, et donc elles libèrent leur corps. Et je finis par ça, c'est que aussi peut-être une sorte de reconnaissance, c'est la fameuse Latifa Ahrar que je vous ai montrée au début, vous vous rappelez, qui a fait Capharnaüm, qui est attaquée partout. Je trouve que c'est un signal, c'est un symbole qui est assez positif, parce que elle est maintenant, c'est elle la directrice de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle au Maroc. Et je vous remercie. On a une petite dizaine de minutes pour quelques questions, si vous souhaitez. Oui. Oui, bonsoir. Merci pour toute cette intervention. Vous avez parlé beaucoup des acteurs du théâtre. Quid du public ? Merci pour la question. Oui, le public. Alors, le public, moi je dirais, pareil, c'est à l'image de ce qui se passe sur scène, quelque part. C'est-à-dire que pendant plusieurs années au début, c'est un public qui était essentiellement masculin. Et puis, ces dernières années, on commence à avoir une certaine, voilà, une variété, et on commence à avoir quand même pas mal de filles, de femmes qui sont dans les salles de théâtre, vraiment. Alors, encore une fois, quand on parle de ce public-là, c'est dans les grandes villes, hein, Casablanca, Rabat. Quand on sort un petit peu des grandes villes, malheureusement, moi qui est originaire d'une petite ville dans le nord du Maroc qui s'appelle Tétouan, très conservatrice, les salles, il y a beaucoup moins de filles quand même que d'hommes. Hein. Il y a encore je crois qu'il y a encore un travail à faire, mais quand même, moi je dirais qu'il y a une sorte d'ouverture, il y a une présence. À Rabat, oui, Rabat, on le sent parce qu'il y a l'Institut supérieur d'art dramatique, il y a l'activité, voilà. Mais ce n'est pas généralisé dans tout le Maroc. Je voulais vous demander qu'est-ce que c'est le tamazight. Alors, le tamazight, en fait, c'est l'équivalent du mot berbère. Berbère, c'est le nom qu'on donne aux habitants autochtones du Maghreb, avant l'arrivée des Arabes. Voilà. Sauf que, Amazigh, dans leur langue, alors l'Amazigh, c'est une langue aussi, c'est une langue et c'est une ethnie en même temps. Et Amazigh, dans leur langue, ça veut dire l'homme libre. Donc c'est très beau, l'homme libre. Et les Amazighs n'aiment pas trop qu'on les appelle les Berbères, en fait, parce qu'il y a le mot berbère, barbare, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de troupes, comme dans le film, en Égypte, qui font du théâtre de rue dans les villages ? Non, non. Alors, ça, c'est une autre question, c'est l'espace public, en fait. Vous savez, l'espace public est très contrôlé. C'est pas évident. Hein. On a des spectacles, en tout cas au Maroc, les spectacles de rue, on va les trouver soit dans le cadre de festivals, voilà, soit dans les grandes villes aussi, donc Rabat, Casablanca. Dans la campagne, moi, en tout cas, après, j'en ai pas vu. Honnêtement, comme dans le film, voilà, non, vraiment, non, j'ai pas vu ça. J'ai 3 petites questions. Vos troupes marocaines, elles viennent un peu en France ? Oui. Ah.
Où? Alors, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ça, c'est voilà, c'est une autre problématique de la diffusion un petit peu de ce théâtre. Elles viennent, alors, quand elles viennent, soit elles vont venir dans le cadre de festivals, voilà, ou alors, moi, de mon côté, j'ai fait venir pas mal de troupes dans le cadre de la manifestation que j'organise tous les 2 ans, les scènes arabes, rencontres autour des arts du spectacle dans le monde arabe. Mais que vous organisez à Bordeaux? À Bordeaux, oui. C'est à l'université Bordeaux-Montaigne, mais on délocalise. C'est ouvert au public, hein, c'est vraiment ouvert au public. Et des fois, on travaille avec le Théâtre National de Bordeaux. Souvent, on invite des spectacles. Mais moi, surtout, j'ai invité, alors pratiquement toutes les filles dont on a parlé, je les ai invitées. Latifa Ahrar, elle est venue il y a 2 ans. Asma Houri, elle est venue. Zahra Makash, elle est venue. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de... Voilà. Quand elles viennent, oui. elles parlent en français? Oui. Et au Maroc, bien sûr, c'est en marocain, oui. Mais c'est traduit en français aussi? Oui. Alors, il se trouve que la plupart parlent en français. Vraiment. Ah, d'accord. Oui, elles parlent en français. D'ailleurs, bon, voilà, vous me parlez parce que pas l'édition dernière de Scènes arabes, mais l'édition d'il y a 3 ans, je l'ai intitulé Le théâtre arabe au féminin. C'était consacré, mais vraiment, qu'à cette question-là. Et donc, c'était vraiment très, très... Et on a eu je ne sais pas si c'est sur YouTube, mais on a eu une table ronde au Théâtre National de Bordeaux avec ces femmes, en fait, autour de ce sujet. C'était magnifique. Il n'y avait pas que des Marocains, il y avait des Tunisiennes, il y avait des Égyptiennes, il y avait des Algériennes. Il y a quelque chose, vraiment, moi, je le dis, je plaide un peu pour ça, de donner un peu plus de visibilité à ces femmes, parce qu'elles font, c'est pas que parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles font des choses très intéressantes et très sur le plan esthétique, sur le plan même du fond, du message. Oui, je comprends très bien. Oui. Il faut aussi que vous compreniez que nous, on a passé notre enfance au Maroc et on a suivi toutes les évolutions, et les évolutions des femmes nous intéressent beaucoup. Oui. Donc, je voulais vous demander, votre festival a lieu à quelle période de l'année? Le festival des scènes arabes? Oui. Normalement, c'est au mois d'avril. Après, bon, moi j'ai discuté avec les collègues de Jean Eustache, comme ça, bon, on donnera l'information, c'est vrai que, voilà, pour que tout le monde soit au courant, et même, voilà, on verra après. Je voulais vous dire une petite chose, un film qui m'a bouleversée ces derniers temps, fait par une femme marocaine, c'est Le Bleu du Cafeton. Mais bien sûr, oui. Voilà. Oui. C'était vraiment exactement, quelque chose oui, qui était une merveille. Hein. Oui, mais même dans le cinéma, de manière générale, j'ai parlé de théâtre, mais cinéma, les femmes marocaines au cinéma. D'ailleurs, il y a eu un prix, je crois l'année dernière, j'ai oublié le nom, sur la réalisatrice qui a fait un film sur les années de plan au Maroc. Foisy, quelque chose. Oui, c'était génial. Il y a aussi une sensibilité, il y a quelque chose de très, très intéressant. Oui, vous avez tout à fait raison. Magnifique. Et elle, c'était la femme de grand aussi. Son mari est réalisateur, Nabil Ayouch. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? J'aurais une autre question pour rebondir sur la vôtre, madame. Justement, de ce théâtre arabe qu'on ne voit pas trop en France, c'est vrai que ça fait 10 ans tout de même que des nouveaux directeurs sont choisis pour diriger les scènes nationales, les centres chorégraphiques nationaux, donc qui sont soutenus en direct par le ministère de la Culture. Oui. Je pense à Ouajdi Mouawad qui est libanais ou Fouad Boussouf qui est marocain. Oui. Mais où sont les femmes dans ces rôles très importants et qui tissent une programmation métisse très intéressante? Oui, alors oui, tout à fait. Donc ça, c'est oui. Déjà que ça, c'est un autre, comme je disais tout à l'heure, c'est un autre sujet sur lequel je travaille aussi. C'est la question de la diaspora arabe et les arts du spectacle, surtout en France. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça, et effectivement, je l'ai noté. Alors, si on veut une présence féminine en France, parmi la diaspora arabe, on ne va pas la trouver du côté du théâtre. Je parle en termes de responsabilité. Parce que déjà, il n'y en a pas 36 000. Hein. Vous savez, dans les théâtres nationaux, il y a Ouajdi Mouawad. Ouajdi Mouawad, il a une place très spéciale aussi. Hein.
Mais il y a ça, il y a les centres chorégraphiques de danse. C'est là où on va trouver le plus, alors moi de mes recherches, le plus de noms d'origine arabe, notamment du Maghreb, qui sont à la tête des centres chorégraphiques. On a Fouad Boussouf au Havre, on avait Mourad Marzouki qui était Marne-la-Vallée aussi, et on avait, j'ai oublié son nom, qui était à La Rochelle aussi. Mais moi j'ai trouvé les femmes plutôt dans la danse moderne et contemporaine, la chorégraphie. Voilà. Notamment le couple Lamoureux, donc j'ai oublié le prénom, mais qui est tunisienne, qui est à la tête de ce CDN. C'est ce côté-là. Et c'est vrai, la question se pose. Effectivement, la question se pose. Et pourtant, il y en a. Je veux dire, du côté de l'écriture, oui, il y en a. Hein. Je pense à Al-Kharraz, il y a pas mal de noms quand même qu'on trouve. Mais du côté de direction des institutions, de postes à responsabilité, effectivement, là, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de noms. Eh bien, merci beaucoup pour cette Unipop foisonnante.